Bonjour à tous, bonjour cher public et chers intervenants. Quel monde le capitalisme numérique nous prépare-t-il? Voilà la question que nous allons appréhender ensemble. Et par quel monde j'entends notre quotidien personnel et familial, nos relations humaines et sociales, l'exercice de notre métier et l'organisation du travail, les outils d'éducation, nos pratiques de loisirs. J'entends aussi nos libertés, les nouveaux rapports de force géopolitiques, la santé des démocraties, le sens de l'innovation et celui du progrès, les inégalités ou encore l'avenir de la planète, bref, tout ou presque de ce que nous pensons, faisons et entreprenons est conditionné au capitalisme qui lui sert de support. Et ce support a formidablement accéléré sa transformation à la faveur du Covid-19. Petit retour en arrière, nous sommes le 2 avril 2020, quelques semaines donc seulement après l'irruption de la pandémie. L'économiste Daniel Cohen signe alors dans Le Monde une tribune dans laquelle il annonce que la crise du coronavirus signe le point d'inflexion définitif du passage du capitalisme industriel au capitalisme numérique, la prise de pouvoir du capitalisme numérique. 18 mois plus tard, difficile bien sûr de le contredire, et pour cela, un chiffre suffit, celui de la capitalisation boursière consolidée des GAFAM, qui culminait il y a quelques jours à 9 500 milliards de dollars. Si j'ajoute Tesla, cela fait 10 500 milliards de dollars. Il y a moins de 2 ans, cette somme, hors Tesla, s'établissait à 5 100 milliards de dollars. Pour échelle de grandeur, 10 000 milliards de dollars, c'est près de 4 fois le PIB annuel de la France. Ce que représentent ces géants américains auxquels il faut associer leurs rivaux chinois baptisés BATX, et plus globalement ce que porte l'avènement du capitalisme numérique et ses leviers, je pense au quantique, l'exploitation des données, l'intelligence artificielle bien sûr, la robotisation, le métaverse, les algorithmes, et j'en passe, et bien tout cela pose un nombre considérable de sujets éthiques. Dans un livre que nous avons publié ensemble en 2019, L'éthique dans tous ses états, le généticien Axel Kahn me confie à propos de cette nouvelle oligarchie qu'elle forme, je le cite, le Big Brother du XXIe siècle. Ce Big Brother est-il encore possible de le contrôler, d'en conserver seulement le meilleur, de le mettre bien davantage au service qu'au préjudice de l'humanité? Avons-nous raison d'avoir peur? Ou existe-t-il des parades concrètes à cette peur? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Je présente nos invités. Pascal Pic, vous êtes paléoanthropologue, maître de conférences au Collège de France, et vous n'avez de cesse depuis des années, notamment dans vos ouvrages, de confronter votre discipline aux grandes transformations civilisationnelles. Bruno Sportis, vous êtes PDG de l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, qui est en quelque sorte le bras armé des politiques publiques en matière d'innovation numérique. L'INRIA est une structure de projet, 200 à peu près je crois, pilotée dans une dizaine de centres en France et auquel contribuent près de 4000 chercheurs. Olivier Girard, vous êtes président France et Benelux d'Accenture, un géant du conseil, notamment en matière de transformation numérique, né de l'implosion d'Arthur Andersen après l'affaire Enron en 2001 et de la scission des métiers. Dans le monde, Accenture emploie 630 000 salariés, génère 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires et revendique une valorisation boursière au Nasdaq, alors qu'il est encore loin de celle de Microsoft, mais qui n'est tout de même pas ridicule, puisqu'elle tutoie les 250 milliards de dollars. Nicolas Petrovic, jusqu'à il y a peu, vous étiez président de Siemens France, et vous êtes l'auteur de l'essai « La société post-digitale », paru au printemps chez Débat Public. Et enfin, Thierry Ménissier, vous êtes professeur de philosophie politique et titulaire de la chaire éthique et intelligence artificielle à l'université Grenoble-Alpes. Et cette année, vous avez publié chez Hermann « Innovation, une enquête philosophique ». Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais, Bruno, que vous nous fassiez une photographie, alors en 3 minutes chrono, des transformations, des grandes transformations techniques et sociétales inhérentes au capitalisme numérique. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc 3 minutes, c'est parti. Donc le numérique en 2021 sont d'abord des algorithmes mathématiques qui permettent de simuler, modéliser le monde et d'interagir avec lui. Ces algorithmes sont implémentés sont programmés dans des logiciels qui vont s'exécuter, qui vont être mis en œuvre dans des objets, votre smartphone, dans votre poche, votre ordinateur de bureau, des calculateurs embarqués dans une voiture, un avion, dans votre machine à laver,
ou dans des grandes usines de calculateurs, de serveurs de calcul auxquels on a accès à travers le cloud. Et quand on met en réseau l'ensemble de ces objets, c'est Internet. Quand on cherche à naviguer au sein des contenus qui sont générés par ce réseau, c'est le web. Il faut être capable d'interagir avec cet espace. C'est l'interaction humain-machine, que ce soit à travers la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'haptique, quand on utilise tous les sens de l'humain. Et ces algorithmes, comme on a cherché à leur faire réaliser une action, on est capable d'évaluer leur performance, si on mesure leur performance, et donc on va les faire évoluer pour qu'ils soient plus performants, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui en fait n'existe pas, qui n'est rien de plus, rien de moins que cette convergence entre des algorithmes, des données, et une puissance de calcul pour réaliser tout cela. Et cette puissance de calcul, pour qu'elle se réalise, elle a un impact énergétique, elle a un impact environnemental. Cette puissance de calcul, elle peut être multipliée de manière très forte si on arrive à construire ce que l'on appelle l'ordinateur quantique, un ordinateur d'un nouveau type qui est fondé sur les propriétés quantiques de la matière, mais qui n'est encore qu'au niveau de la recherche. Si on arrive à le construire avec ces ressources de calcul infiniment plus élevées, on pourra construire des algorithmes qui nous permettront de faire beaucoup plus que ce que l'on fait actuellement, comme simuler des molécules pour élaborer des médicaments. Alors on voit bien en disant cela que en fait, tous ces sujets, tous ces mots que j'ai déversés sur la table en quelques instants, ils ne sont pas séparés les uns des autres, c'est une dynamique globale. En France et en Europe, on a parfois l'impression, en compartimentant, que ce sont des sujets séparés. Non, c'est le numérique qui avance de concert. C'est une dynamique qui est à l'œuvre depuis une cinquantaine d'années, avec une évolution continue depuis 50 ans. Bien sûr qu'elle s'accélère parce qu'il y a des sujets qui arrivent à maturité. Ce qui s'accélère surtout, c'est la prise de conscience que c'est notre monde. Il n'y a pas un monde numérique à côté d'une autre, parce que tout simplement, traiter de l'information et décider à partir de cette information, ce qu'est le numérique, c'est à peu près l'ensemble des actes quotidiens de l'humanité en tant qu'individu, en tant qu'organisation, en tant que nation, rien de plus, rien de moins. Et donc c'est normal qu'on ait besoin, pour régir ce monde, qui est ni plus ni moins que le monde dans lequel on vit, d'avoir un cadre de valeurs, d'avoir des lois, de réguler, de se poser des questions, de se former, et de se poser aussi des questions de pouvoir, de puissance, de maîtrise, qui maîtrise ces infrastructures qui permettent de faire tout ça, ni plus ni moins. Merci pour cet exposé. J'ai une question d'abord, j'aimerais qu'on évacue un sujet, on l'évoquait quand nous préparions le débat tout à l'heure, et la composition du plateau le montre bien. Le numérique, est-ce que c'est la chasse gardée des hommes ? Et des hommes blancs ? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de fond ? Je pense à un livre qu'a publié Anne-Marie Kemarek, qui s'appelle « Numérique, compter avec les femmes ». Elle rappelle que moins de 15% de femmes composent les filières d'enseignement supérieur dédiées au numérique. Et moi j'ai une question, comment vous le comprenez ? J'aimerais, alors peut-être Olivier, puis également Pascal Pic, parce que Pascal, vous avez écrit bien sûr beaucoup sur les femmes et encore récemment. Et finalement, quel monde cela nous annonce-t-il si seuls les hommes s'emparent de l'outil numérique ? Alors c'est définitivement un problème si seuls les hommes s'emparent du numérique, parce qu'on est, je pense, dans une accélération en complément à ce que Bruno vient de dire. Moi je dirais qu'on n'est qu'au début. Je dirais que le digital s'est posé sur une partie de notre société, sur une partie de l'univers auquel on fait face, et qui va rentrer, par exemple, il va rentrer dans les objets bien plus dans les prochaines années. Vous savez que la 5G va arriver, va permettre le déploiement de l'IoT. On aura 100 milliards d'objets connectés à moins de 10 ans, on en a moins de 30 aujourd'hui. Donc je retiendrai, il y a plein de chiffres qui illustrent ça, je retiendrai qu'on n'est qu'au début et ça s'accélère. Bruno a utilisé ce mot-là. Et cette accélération, elle nécessite des compétences partout dans le monde, pour travailler, mettre en œuvre, encadrer, réguler tout ce qui touche au numérique. Et ces compétences, eh bien, déjà aujourd'hui, dans la plaque Amérique et dans la plaque Asie, il n'y en a pas assez. En Europe, on commence à être à peine touché par ce sujet-là, ce qui est une opportunité formidable. On reviendra plus tard sur le numérique comme un levier d'inclusion. Mais oui, on a dramatiquement besoin des femmes et on a dramatiquement besoin de diversité sociale pour aller vers les métiers du numérique. Et je citais Denis faisait référence. Nous, on constate comme très grand recruteur dans ce domaine-là, l'année dernière, on a rajouté plus de 100 000 personnes aux effectifs d'Accenture en une année. Ce n'est pas une performance d'entreprise, ce que je veux partager, c'est le fait qu'on en a besoin, nos concurrents, c'est pareil.
Si on ne passe pas avant l'âge de la 4e et de la 3e chez les jeunes femmes, les vocations se cristallisent et c'est trop tard. Tout le monde va penser, elles vont penser que ce sont des métiers d'hommes et de techniciens et on aura perdu 50% de la population mondiale pour construire des talents dans ce qui est une opportunité d'emploi majeure partout dans le monde. Donc ça, c'est un de nos enjeux. Pascal, comment, vous qui connaissez très bien les femmes, vous qui écrivez beaucoup sur les femmes, mais si, allons, comment vous interprétez justement ce que l'on évoque là, ce problème justement de l'ultra-masculinisation du numérique, et au-delà de ça, comment le paléanthropologue que vous êtes interprète-t-il cette grande bascule vers le capitalisme numérique dont on parle depuis tout à l'heure? Alors, je suis un spécialiste de l'évolution de l'homme qui devient un spécialiste de l'évolution des femmes, ça me convient tout à fait. Alors, en tant que paléanthropologue, ça peut être surprenant parce que je suis un de ceux qui étudient les origines et l'évolution de la lignée humaine et on croit toujours que c'est le grand passé. Pas du tout, il y a l'autre aspect qui s'intéresse à la manière dont les sociétés humaines changent. Nous évoluons comme les autres espèces, ce qu'on avait un petit peu oublié, ce que nous rappelle le climat, ce que nous rappellent les biodiversités. Ça, c'est valable pour toutes les espèces, même les nôtres. Et nous avons une autre particularité, c'est que nous coévoluons. Nous coévoluons depuis 2 millions d'années avec nos environnements techniques et culturels, ce qu'on appelle la coévolution bioculturelle. Et nous sommes des espèces qui peuvent changer très vite avec ces espaces-là. Le feu, il y a 2 millions d'années, a eu des conséquences considérables. Nous rentrons dans le monde de la chimie et ça a permis aux espèces humaines, qui s'appelaient Homo erectus, de s'engager sur toute la planète, ce qu'aucune espèce n'a jamais fait jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle une révolution technologique généralisée. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et de fait, ça veut dire généraliser que ça change nos sociétés, nos rapports entre les humains, les rapports à l'innovation, les rapports à l'alimentation, les rapports à l'habitat, tout. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec le numérique. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est tout simplement, à l'échelle planétaire, une nouvelle phase de l'évolution humaine, avec cette transformation numérique. Et en plus de ça, ce qui est en train d'arriver, c'est exactement ce qui se passe dans l'évolution, c'est que ce qui arrive là n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ce qui est en train de s'affirmer depuis moins d'une année préexistait déjà. Pour les entreprises, les problématiques du numérique, les problématiques de la RSE, responsabilité sociale et environnementale. Pour nos sociétés, la prise de conscience sur le climat et les biodiversités. Tout ceci est déjà là. Et la Covid-19 est venue intervenir. Donc l'évolution, il faut que vous compreniez, ça s'articule entre des tendances internes qui s'exprimaient déjà, qui vont rencontrer un facteur externe, c'est la Covid-19, qui va complètement redistribuer les choses. La sélection naturelle ne crée rien. Elle ne fait que redistribuer ce qui existait déjà. Et ce qui domine d'un coup, évidemment, c'est ce qui était déjà assez dominant, cette révolution numérique qui déjà a modifié nos vies et qui aujourd'hui, donc, touche l'ensemble de sociétés et autres. Donc, ce n'est pas la première fois. Le grand enjeu aujourd'hui, donc, ça s'appelle les algorithmes de l'évolution, donc on les appelle les algorithmes darwiniens. Donc, les algorithmes sont les mêmes, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Ce qui s'est passé il y a 2 millions d'années, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On est bien d'accord. Et la chose étant, aujourd'hui, cette évolution très rapide, qui était très accélérée par l'intervention de la Covid-19, fait que ceci se passe simultanément à l'échelle planétaire. On ne connaît qu'un seul exemple où c'est arrivé, qui est très peu connu d'ailleurs, c'était en 1816, après une grande éruption volcanique. Et la Terre, et c'est un évolutionniste qui vous parle, est redevenue plate. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a 10 000 ans, toutes les populations étaient des économies de chasse et de collecte. Parmi elles, certaines ont inventé les agricultures. Retenez bien ce que je dis, il n'y a jamais une seule fois une seule réponse adaptative à un problème majeur. Il y a toujours une diversité de réponses. Ça, c'est important. Parmi ces agricultures, des grandes civilisations, il y a environ 3000 ans, nous en sommes des héritiers. Et puis l'Occident, qui, à partir de la Renaissance, avec les sciences, les techniques, le commerce, les armées, l'évolution de la philosophie rationnelle, etc., va dominer le monde. Jusqu'à ce que M. Francis Fukuyama nous dit, en 1992, c'est hier, c'est la fin de l'histoire, comme si le modèle occidental, démocratique, libéral, ouvert au commerce, allait s'imposer au reste du monde. Évidemment, ça nous a bien fait rigoler, nous les évolutionnistes, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est passionnant, c'est que, et justement je terminerai là-dessus, c'est que dans l'évolution, c'était le génie de Charles Darwin, pour s'adapter le mieux, il faut jouer
sur les diversités. Les théories de l'évolution, mes chers amis, c'est des théories des variations. Pourquoi nous sommes tous différents les uns des autres? Qu'est-ce qui fait que certains de nos caractères se diffusent et d'autres pas? Oubliez toutes les autres bêtises qu'on a dit, c'est une théorie des variations. Et le génie de Darwin, dans une économie de l'innovation, on en reviendra, c'est d'avoir compris que face à un monde qui change vite, il faut la diversité. Donc de la même façon que les data sont devenus la ressource première de l'économie d'aujourd'hui, aujourd'hui, les diversités pour les populations humaines sont les réponses pour le monde de demain. Ce qui veut dire que c'est très intéressant. Il y a 25 ans, on ne se posait pas la question des diversités et de leur importance dans l'économie. Et qu'aujourd'hui, on est en train de chiffrer le coût de la discrimination, ne serait-ce que pour les femmes, et éthique et culturelle, c'est évalué à une perte potentielle de PIB mondial de 12 millions de milliards de dollars. Je répète, 12 millions de milliards de dollars. Donc ce qui veut dire que par-delà les enjeux éthiques et de la formation pour les femmes et les diversités, aujourd'hui l'innovation est partout dans le monde et c'est ça qui est extraordinaire, la Terre est plate parce que l'innovation arrive partout. Et ça, c'est absolument fascinant. Et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'évolution de la lignée humaine. Alors, nous allons justement, Pascal, à propos de sujets éthiques, c'est un petit peu le fil conducteur de notre débat. Et j'aimerais qu'on passe en revue certains d'entre eux, et notamment un que j'évoquais en préambule. Les géants du numérique ont vu en un an leur valeur doubler. Et donc, ils ont tiré de la crise pandémique, c'est-à-dire du malheur, un profit inouï. Ce capitalisme contemporain, et j'aimerais avoir l'avis du philosophe, justement, Thierry Ménissier, ce capitalisme contemporain est-il plus qu'amoral, est-il devenu immoral? Merci beaucoup. J'ai combien de temps pour traiter ça déjà? Bon, avec mon camarade à côté de moi, nous formons un duo étonnant parce que, en fait, je ne sais plus si tout change ou si rien ne change, en fait. Je ne sais pas si l'histoire est finie ou pas finie. En tout cas, ce que j'essaie de défendre, c'est que le paradigme de l'innovation s'est substitué progressivement au paradigme du progrès. On ne s'en est pas rendu compte, mais c'est un tout autre monde. Ce tout autre monde, vous disiez, Denis, qu'il a tendance, disons, à tirer bénéfice du malheur. Quid novi? Quoi de nouveau? Alors, il se trouve que professionnellement, je suis un philosophe formé par une tradition de pensée qui, chez moi, s'ancre dans la Renaissance italienne. Je suis un spécialiste de Machiavel, sur lequel j'ai beaucoup écrit. Et du coup, je me suis trouvé à l'étude du terreau machiavélien qui est la cité florentine. La cité-État de Florence et toutes ces grandes familles qui interagissaient avec des arts majeurs, des arts mineurs, au sein duquel, donc, vous voyez, les Médicis, c'est un nom qui est très connu, se sont imposés. Alors, quoi de nouveau? Parce qu'en fait, ce capitalisme, donc on dit numérique parce qu'il est algorithmiquement assisté, finalement, fait ce qu'a toujours fait le capitalisme, c'est-à-dire se nourrir et produire de la valeur à partir des passions basses. Alors, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que, d'accord, le capitalisme tire profit de la plus-value, c'est ce que nous apprend Marx. En l'occurrence, il a bien bénéficié de celle que tout un chacun, c'est-à-dire les usagers consommateurs de services numériques, avons produites. C'est-à-dire que le malheur, c'est ce qu'on peut appeler le génie paradoxal du capitalisme. Deuxième point, après les passions basses, il se nourrit des micro-gestes de consommation que nous commettons tous. C'est-à-dire que, là je vais prendre mon autre casquette de philosophe patenté, responsable d'une chaire éthique de l'intelligence artificielle, ce qui est un curieux destin pour un machiavélien, n'est-ce pas? Mais bon, la fortune est pleine de caprices, n'est-ce pas? Et en fait, je dirais que du coup, la question c'est en effet la régulation, comme on l'a souligné, la puissance publique, les puissances publiques qui doivent se réinventer, mais c'est aussi un enjeu d'éthique personnelle, d'écologie personnelle dans la relation de chacun au numérique et à l'environnement d'ailleurs. Avec, je terminerai là-dessus pour ce premier tour de parole, tout de même des impensés effrayants. La fragilité matérielle du système est énorme en termes d'extraction des ressources, en termes de production et distribution des matériaux et des outils, des terminaux, en termes aussi de transmission du réseau, parce que vous ne savez peut-être pas que la plupart de vos transmissions infocommunicationnelles reposent sur des câbles, sur un système de câbles, et pas sur les satellites. Donc ces câbles, ils sont très identifiés, les clubs de terroristes les connaissent très bien,
Voilà, donc ils sont très protégés, hein, les sorties de câbles de l'océan, mais enfin, ça reste quelque chose qui, en ces temps post-Covid ou de Covid, on ne sait plus trop, où il faut prendre conscience de nos vulnérabilités. La vulnérabilité matérielle est considérable. Mais dites-moi Thierry, est-ce qu'il faut finalement faire, selon vous, davantage confiance en l'éthique de chacun d'entre nous pour faire front, pour faire rempart aux dérives, ou est-ce qu'il faut croire encore à la possibilité d'une gouvernance internationale, d'une régulation mondiale? C'est possible ça encore, ou est-ce que c'est déjà trop tard? Vous m'adressez les pires questions. Enfin... Alors en tout cas, bon, il y a un mot qui n'a pas été prononcé. Nicolas, c'est un mot. Nicolas Écoutez, et Olivier rebondiront après, puis Bruno aussi. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé. C'est un mot que ma corporation professionnelle utilise beaucoup, et évidemment, ça va être mon cas aussi. Quel est le principe de la régulation d'une époque? Qu'est-ce qui fait époque pour un moment donné, pour des gens qui se reconnaissent dans quelque chose? Les écologies personnelles, les systèmes juridiques, le droit international, les droits nationaux, la force des puissances publiques, certainement. Moi, je crois que ce qui nous fait défaut, c'est un sens commun. C'est-à-dire un sens qui soit commun, appelons ça, si vous voulez, une nouvelle idéologie politique qui est conforme à nos usages, appelons ça comme ça. Je suis frappé par le fait que des technologies, il y en a beaucoup, des usages qui parfois réinventent et orientent les technologies, il y en a beaucoup aussi, mais souvent, il n'y a pas les représentations mentales associées. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Donc ce sens commun mériterait d'être partagé, mais d'être aussi un sens commun, au sens où Descartes dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, à une époque, comme le soulignait Pascal, qui fait suite à la Renaissance, l'époque classique. Nous sommes ici dans un édifice classique. Nous sommes ici au cœur de la bibliothèque qu'avait fondée Mazarin, en refondant la puissance publique sur le savoir profane. Et je pense que ce qui fait défaut pour l'instant, c'est la capacité qu'auraient les ingénieurs, les scientifiques, avec, me semble-t-il, les sciences humaines et sociales, philosophie, mais aussi toutes les autres, à penser ce que nous vivons, avec nos nouveaux outils. Olivier, je vais vous faire réagir, mais juste avant, Nicolas, je vous donne la parole. Cette contribution au sens commun, vous avez été président de Siemens France, une entreprise est-elle davantage, favorise-t-elle cet objectif, ou objectivement n'est-elle pas davantage un obstacle, justement, à l'édification d'un sens commun? Alors, je vais peut-être aller sous un angle un peu différent. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que, je prends l'exemple de Siemens, c'est que le besoin de sens commun de tous les employés, de toutes les équipes, etc., est très fort. C'est-à-dire qu'une entreprise, hein, d'ailleurs, c'est le mot, hein, on entreprend ensemble, et ça se retrouve même dans les grands groupes. Et aujourd'hui, on a parlé des difficultés qu'on peut avoir pour recruter. Alors, Siemens, c'est un géant du numérique et de l'industrie de technologie. Pareil, il y a des recrutements en pagaille. Et quand on recrute, une des premières questions qui est posée, c'est quel est le sens de tout ça? Ok, on va être payé, ça va être intéressant, mais pourquoi? Donc, Siemens, typiquement, c'était de rendre le monde meilleur physiquement, avec nos outils, c'est dans la santé, dans l'industrie, dans le transport, etc. Et vraiment, c'est un objectif très fort en interne, avec des valeurs très fortes, d'aller dans le bon sens. Donc moi, je reste optimiste sur le fait que les gens ont besoin de sens, effectivement. Ils ne le retrouvent peut-être pas dans les endroits qu'on a pu avoir il y a je sais pas, 20 ans, 30 ans, mais dans les entreprises, c'est quelque chose de très fort. Et pour rebondir un peu sur une opposition là, qu'on faisait un petit peu entre le capitalisme, ou en tout cas le numérique, à profiter du malheur des gens, moi je propose aussi une lecture un peu différente qui est sans les outils numériques et le capitalisme, ça aurait été compliqué. C'est-à-dire que moi je l'ai vécu de l'intérieur chez Siemens où on a beaucoup aidé les labos dans le développement des vaccins. Moi je trouve qu'au contraire on est dans un monde hyper industriel. Hyper industriel parce que les solutions sont industrielles. Fabriquer un vaccin des centaines de millions d'exemplaires, mais on l'est grâce au numérique. Effectivement, comme tu le disais, ça y est, le numérique commence à s'étendre. Là, les 20 dernières années, c'était vraiment nous. Hein, on est tous sur nos smartphones, etc. C'est un certain nombre d'applications, les GAFAM. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans une révolution d'innovation dure. C'est-à-dire on va changer nos méthodes pour se transporter, pour se soigner, pour faire beaucoup de choses. Et je reviens juste sur cet exemple incroyable. Entre le moment où la pandémie a commencé et les premiers vaccins ont été non seulement vérifiés et produits à des quantités incroyables, il s'est passé
moins de 18 mois. C'est extraordinaire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette combinaison de l'industrie et du numérique qui a permis d'aller à une vitesse folle. Donc, je termine juste là-dessus. Pour moi, le numérique, c'est des outils. Mais alors, ça peut faire le bien, ça peut faire le mal, ça peut tout faire. Bien sûr. Mais alors, et là je pose la question à Olivier, on évoque le sens du travail. Hein, on évoque, c'est ce que Nicolas vient de... c'est ce dont il vient de parler. Si je suis salarié chez Accenture est un grand acteur de la transformation numérique. Si je suis salarié chez Accenture, quel est le sens de mon travail ? À quoi contribue-t-il mon travail ? Dans la dimension aussi très humaniste des choses, parce que je le rappelle, mais la conclusion de la tribune de Daniel Cohen à laquelle je faisais référence en introduction, il évoque justement le fait que nous sommes en train de déshumaniser, nous risquerions de déshumaniser notre civilisation si nous ne faisons pas attention. Alors, quel est le sens de mon travail si je suis salarié chez vous ? C'est terrible de répondre en 2 minutes à ça, parce que j'ai envie de réagir à gauche, j'ai envie de réagir à droite. Réagissez d'abord. Je vais essayer de rester dans les propos de Nicolas. Non, juste une petite réaction sur ce que Nicolas a dit. Moi, je trouve que la pandémie, elle nous a montré 2 choses. On a redécouvert tous ces métiers, le caissier, la caissière, le livreur. On a eu besoin de ces gens-là pour fonctionner. Et en même temps, on a eu besoin de la technologie qui nous a sauvés, parce que 30% de l'économie mondiale a continué à tourner du vendredi au lundi, alors que tout le monde est resté chez soi. Ça, c'est quand même un exploit incroyable. Mais on a eu besoin des 2, et je trouve ça intéressant. Et je pense, pour rebondir sur ce que tu as dit, Thierry, cette économie digitale, cette économie de plateforme, le mot qui vient tout de suite, c'est confiance. Et on a besoin de règles. Tu parlais d'éthique personnelle, on a besoin de règles. Et moi, je pense qu'il y a une occasion de leadership pour l'Europe là-dessus, parce que c'est l'Europe qui est la plus avancée. Et c'est nous, ensemble, qui sommes les plus matures sur ces sujets-là. Tim Cook, les grands patrons du numérique, se promenaient en Europe l'année dernière. Il est admiratif de RGPD. Il veut apprendre de ça et répliquer ça dans ses modèles. Donc je pense que réguler tout ça, c'est une occasion de leadership pour l'Europe et pour notre marché et mondialement aussi. Vous croyez, vous, que l'Europe n'est pas disqualifiée quand on voit le duopole sino-chinois entre les GAFAM et les BATX ? Vous croyez qu'il y a encore la place pour l'Europe ? Et quelle place alors il faut choisir pour les acteurs européens ? Il faut choisir nos batailles. On ne fera pas un géant du cloud, c'est trop tard. Là, la bataille est perdue. Par contre, la bataille du couple, développement durable, réglementation du numérique, là, l'Europe a une occasion de leadership unique dans le monde, parce que c'est nous les plus mûrs, c'est nous les plus avancés. On a un héritage très riche de penseurs, de siècles sur ces choses-là, et on regarde le monde un peu différemment. Et je pense que les consommateurs, les citoyens du monde entier attendent ça. Il faut garder en tête que ça n'a que 10 ans, hein. Tout ça c'est très récent. Donc, voilà. Bruno, vous êtes à la tête de l'INRIA, au carrefour en fait, du monde public et du monde privé. Quand vous voyez le déséquilibre des moyens aujourd'hui financiers entre les acteurs publics et les acteurs privés, ça suggère quoi au fond de vous ? Une crainte, ou au contraire une inquiétude, ou au contraire une satisfaction et de l'espérance ? Rien de tout ça en fait. Ça me suggère juste la conviction qu'on doit être dans un agenda d'action, c'est tout. Et c'est ce que tu viens de dire d'une certaine manière. Et l'agenda d'action, c'est un couple équilibré entre innovation, parce que ce sont des sujets, ça a été dit par Pascal, ce sont des sujets qui se rattachent aux dynamiques d'innovation, qui reposent sur de la diversité, qui évoluent aussi, qui sont permises aussi et qui changent avec le numérique. Donc c'est investir dans l'innovation, c'est investir dans la formation, parce que ce sont des compétences, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, qui évoluent tout au long de la vie. C'est investir dans la régulation, et c'est ça le bon équilibre à trouver. Et la régulation, elle est clé dans le cadre du numérique. Moi, je vais donner des exemples extrêmement concrets. Au niveau européen, le RGPD, donc le Règlement général de protection des données, a été évoqué, mais l'Europe est en train de se munir d'un cadre de régulation de l'intelligence artificielle, du numérique, avec un cadre dont je vous épargnerai les acronymes, et l'Europe est très en avance. Pour réguler dans le numérique et ne pas avoir juste des postures incantatoires et pas juste avoir fait des bouts de papier, comme on est dans le numérique, il faut avoir des technologies pour vérifier que ce que l'on a édicté est mis en œuvre. Et il faut par exemple avoir des algorithmes pour surveiller ce que font les algorithmes des plateformes, pour vérifier que quand on réserve un hôtel sur une plateforme numérique,
il ne contrevient pas aux droits de la concurrence, il ne contrevient pas aux droits des consommateurs, il ne discrimine pas et il n'identifie pas que la personne qui est en train de cliquer a un certain âge, a un certain sexe, vient d'un certain pays, a un certain smartphone, et donc on va lui appliquer un prix différent d'une autre personne. Il faut faire ça, c'est par exemple ce que fait INRIA, et c'est de l'action auprès de la Direction générale des entreprises qui est un régulateur numérique. La France s'est dotée d'un régulateur numérique, le PEREN, le pôle d'expertise de régulation numérique, pour être dans l'action, et il faut de la technologie pour le faire. Je vais donner un dernier exemple où on voit les liens entre régulation, droit, technologie. C'est l'exemple de ce que l'on appelle les agents conversationnels, les chatbots conversationnels. Donc c'est ces interfaces que chacun d'entre nous, chacun d'entre nous a probablement déjà utilisées quand on va sur une plateforme, où on a en face de nous un algorithme avec lequel on converse. Le comité de pilotage d'éthique numérique français vient de rendre un rapport au Premier ministre la semaine dernière en faisant 15 recommandations très pratiques sur la régulation des chatbots conversationnels, notamment, je pense que c'est un des sujets importants, pour ne pas brouiller la frontière entre l'humain et le non-humain, ce qui peut être extrêmement déstabilisant, y compris dans le monde du travail. Donc on a les outils d'action devant nous, c'est de la régulation et c'est de l'innovation. Donc moi, ce que ça m'inspire, c'est un agenda d'action. Mais l'évolution des rapports de force entre les États, l'autorité des États et ces grands acteurs aujourd'hui du numérique, elle pose des questions. Elle pose des questions notamment sur la santé, l'avenir des démocraties. Thierry, est-ce que ce sont des sujets qu'en tant que philosophe, justement, vous traitez ? Oui, merci. Je voudrais dire aussi que je me sens en profond accord avec ce qui a été dit sur le fait que ce n'est pas en dehors de l'expérience technique qu'on va pouvoir trouver le sens qu'on cherche. C'est au contraire en maîtrisant mieux nos outils, en ayant une meilleure compréhension de la complexité systémique qu'ils engagent, de la production des matériaux, des ressources, jusqu'aux usages les plus inventifs et créatifs, au sein du paradigme de l'innovation qui est fondamentalement récursif. Voilà. C'est-à-dire que plus que jamais, les usagers, qui peuvent être des consommateurs ou des citoyens ou des éco-citoyens, nous avons la possibilité d'interagir grâce aux technologies, avec les concepteurs, avec les ingénieurs. Et en effet, par exemple, je vais lancer ce compliment, à INRIA en France, avec INRIA, on a la chance d'avoir des informaticiens de très haut niveau qui sont regroupés dans des équipes de recherche, qui sont des équipes de recherche publiques, qui justement réfléchissent beaucoup souvent au type de contrat qu'ils vont développer avec le privé. On a cette chance inouïe d'avoir en même temps de très bons informaticiens dans les grandes entreprises privées. Donc c'est très intéressant, ça. C'est ce que je voulais dire. Alors la question, c'était sur le déséquilibre des moyens financiers dont disposent les États et les acteurs privés. Moi, je dirais que là encore, c'était le point dont je partais, nous sommes aujourd'hui en travail. La situation est finalement assez récente. On s'est enfoncé très vite dans des solutions technologiques qui ont une forme. Bon, on est parti là-dedans, dans un chemin, en s'égarant à moitié. Il n'en demeure pas moins que nous avons en Europe, en France tout particulièrement, nous avons une culture de compréhension historique et sociale, socio-technique de ce que nous faisons, des grandes ruptures technologiques. Par exemple, au Conservatoire national des arts et métiers, il y a un musée extraordinaire, un musée des technologies, je vous invite à le fréquenter avec notamment des visites guidées, qui nous montrent qu'il y a déjà eu des ruptures technologiques majeures. Pascal est un spécialiste de la très longue histoire, qui peut aussi attester du fait qu'il y a des ruptures technologiques majeures qui redistribuent, et j'arrive au point sur lequel vous me sollicitiez, qui redistribuent les pouvoirs. Notre situation n'est guère différente de celle de la première Renaissance, elle n'est guère différente de celle de l'essor de la Compagnie des Indes, ou des Compagnies des Indes. Toute entité historique et sociale, politique, qui ont connu des transformations technologiques, industrielles ou proto-industrielles majeures. Les échanges se sont vus redéfinis et du coup, fatalement, moi j'ai une approche, disons, réaliste, les régulations se sont réinventées à chaque fois. Ce que nous avons à faire, c'est à penser cette curieuse situation d'une inversion du droit international, d'un droit public qui était fondateur avec les nations, qui étaient souveraines et qui négociaient finalement à l'international sur cette souveraineté, d'abord dans les traités de Westphalie, puis ensuite dans le système onusien. Eh bien, il y a une inversion parce qu'on a un droit des affaires, un droit commercial qui est devenu prépondérant.
Dans cette situation complexe est déjà apparu un nouveau concept décrié mais assez opératoire, qui est le concept de gouvernance, qui, si on le prend positivement et non de manière critique, permet de penser l'interaction complexe entre les puissances publiques, les puissances privées et un autre acteur, les ONG. Là, il y a une nouveauté. Donc, il y a des nouveautés. C'est une époque d'innovation. Il importe d'avoir des innovations conceptuelles, juridiques et politiques qui correspondent donc au nouveau monde. Et c'est pour ça que moi, je serais aussi assez optimiste. Un optimisme, si vous voulez, de raison, de volonté, qui cherche à mobiliser, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, j'habite à Grenoble et je suis enseignant-chercheur en responsabilité dans des masters, qui cherche à former des jeunes pour trouver les bonnes solutions. Voilà, parce qu'une chose est certaine, c'est qu'on parlait de diversité tout à l'heure, en remarquant notre faible diversité du point de vue du genre, notre faible mixité aussi du point de vue de l'âge. Mais nous allons avoir tout à l'heure des jeunes qui vont nous questionner, c'est bien ça. Vous challenger, exactement. L'actualité de Facebook, les révélations sur les failles, sur les brèches, sur les manquements au sein de Facebook, ça n'altère pas votre optimisme? Non. Non, à vrai dire, parce que le degré de maturité est faible. Bien entendu, les réseaux commerciaux ont tout intérêt à faire de la publication trash, tout bonnement parce que les gens restent dessus. Et ça permet de capter de l'attention et éventuellement d'avoir un profilage plus fin des personnes à qui on va vendre de la publicité. Mais après tout, l'humain, si vous voulez, n'a jamais été un ange. Ça se saurait quand même. Donc est-il devenu un démon pour autant parce que simplement on lui permet de dire de manière anonyme des cochonneries? Je ne crois pas non plus. Alors après, il est bien entendu que nous autres, sciences humaines et sociales, philosophes, éthiciens, avons ce rôle, sans doute, de réinventer ou simplement de rappeler au public, aux individus, ce qu'est la décence, la probité, toute vertu extrêmement importante. Donc, mais ce combat, il a toujours existé d'une certaine manière. J'aimerais vous entendre sur le sujet des emplois. On entend un peu tout et son contraire finalement sur les emplois. On sait que le capitalisme numérique, cette transformation bouleverse les métiers, l'organisation du travail. On l'a vu bien sûr avec le télétravail depuis 1 an et demi, mais ça va bien sûr au-delà de ça. Pascal, vous qui étudiez la grande histoire des transformations industrielles et donc celle des emplois, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui, bien sûr de ce qui se passe maintenant, mais surtout demain? Que doit-on attendre? À quoi faut-il s'attendre? Sur quoi devons-nous être vigilants aussi sur cette transformation des emplois et des métiers? Parce que ce n'est pas la même chose. On est sur une ligne de crête. Par exemple, quand il y a eu le déploiement des grandes industries pétrolières, ensuite les voitures, en général, les produits qui étaient proposés par l'industrie, ça partait des classes supérieures et ensuite ça diffusait, donc comme à l'après-guerre, pour les voitures. Et la Standard Oil, il faut relire Tintin et Milou, donc c'était la loi antitrust. Il ne va pas du tout se passer la même chose avec les géants du numérique, soyons très clairs, parce que les Chinois n'ont pas intérêt à couper leur monopole, pas plus que les Américains, donc de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. D'où l'autre voie qu'il nous faut pour l'Europe, c'est une évidence. Et la chose étant, il y a une particularité tout de même, c'est que cette histoire de nos usages du numérique, c'est parti de la base. C'était pas parti comme un projet commercial ou de business. C'était, j'ai employé un grand mot devant mon collègue et ami philosophe, ça partait de propositions philanthropiques. Les gens qui ont inventé le net, c'était pour qu'on puisse communiquer. Zuckerberg n'avait pas une seule idée au départ de ce qu'allait devenir Facebook, pas plus que les créateurs de Twitter. Et c'est nous, par nos usages. C'est la variation-sélection, c'est la sélection naturelle. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise à 93% Google en France, où nous n'avons pas d'injonction de Google ou de l'État pour le faire? C'est nous, on peut utiliser Quant ou d'autres. Voyez, donc, ça nous concerne directement et je ne fais que répéter ce qui a été dit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'étais un des premiers à m'alarmer de cela, c'est qu'on a une dissociation de nos sociétés par rapport à ce qui est déjà nos nouveaux environnements économiques et sociaux, et notamment sur les emplois, le travail. On assiste à une dissociation qui est en cours, qui est profonde, sur le modèle que j'ai connu quand j'étais jeune, qui était emploi, travail, salaire. Ces trois choses sont en train d'éclater. Elles ne sont plus du tout corrélées. Donc ça va être très compliqué. Et c'est déjà le cas. L'autre chose, c'est qu'on existait déjà à une bipolarisation de la société qui a été évoquée. Rappelle-moi ton prénom, excuse-moi.
Par Olivier, merci. Par Olivier. La crise de la Covid-19 a montré qu'on avait besoin des métiers dits de premier et de second rang. Et là, aujourd'hui, je suis un peu agacé lorsqu'on dit que les formes de travail à distance ou de télétravail vont tout solutionner. Faux, archi faux. Les métiers comme les nôtres, sciences, techniques, engineering, mathematics, ou les métiers intellectuels, ou qui traitent des data ou des écritures, aucun problème, ça se passe très bien. Maintenant, il y a tous ces métiers où on a besoin d'être en contact avec les clients, les personnes, les patients, les gens donc. Et cette dissociation, elle est terrible, elle est en place depuis 15 ans. Quasiment personne n'en parle. Et quand une société va bien, où une population est bien adaptée à son environnement, quand vous regardez ces paramètres, vous faites des petites études de statistiques, vous faites la courbe, vous savez, c'est la courbe en cloche, la fameuse courbe de Gauss. Et là, vous vous dites, belle moyenne, et l'espèce est bien adaptée. Bien sûr. Maintenant, une espèce est bien adaptée à son environnement, et l'environnement vient à changer. Quelle est la partie de la courbe qui va s'effondrer? Les personnes se trompent une fois sur deux. C'est le centre, c'est les mieux adaptés. Ça s'appelle les classes moyennes. Et aujourd'hui, les gilets jaunes, que j'avais malheureusement annoncé dans un livre bien avant que ça arrive, ce n'est pas les SDF, ce n'est pas les plus pauvres, qu'on n'entend pas assez d'ailleurs au passage. C'est les classes moyennes dites inférieures, qui, elles, sont menacées dans leur emploi, dans leurs revenus et surtout la perspective pour leurs enfants. Et ça, c'est le signe universel qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. Comme la plupart d'entre nous dans cette salle de ma génération, nous sommes issus de milieux modestes, et moi, je suis au Collège de France. Donc, on a connu une évolution des classes moyennes qui était vraiment en corrélation, en adéquation avec l'évolution de son environnement social et économique. Et ça s'est dissocié depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, le grand enjeu de demain, parce que c'est très bien de parler d'éthique, de tout ça, on est bien d'accord, mais en plus, il y a ces enjeux de société, et les élections récentes nous ont beaucoup alarmés dans certains cas, et attention, soyons vigilants. Aujourd'hui, ces nouveaux environnements du travail, ces nouveaux emplois sont en train d'accentuer, mais dans tous les pays, on n'est plus entre les pays du Nord et du Sud, dans tous les pays, nous avons cette dissociation entre une partie de la population qui va de mieux en mieux et qui est acteur de ce monde et qui est bien intégrée, et une partie qui décroche et le retour donc des populismes, vous l'avez compris. Et ça, c'est un enjeu absolument considérable qui s'ajoute à tous ceux que nous avons évoqués. Olivier, justement, cette transformation de l'organisation du travail, transformation des métiers, vous êtes confronté auprès de vos clients que vous conseillez, puis vous êtes bien sûr confronté en interne. Comment vous vous emparez de ce sujet qui est absolument central? Et j'aimerais également vous faire réagir à un autre sujet, mais qui est aussi lié parce que vous êtes un observateur des transformations liées au numérique. À la faveur de la crise du Covid, on a vu, alors certes, comme le disait Nicolas, le numérique a peut-être sauvé en partie l'économie de l'humanité, mais on a vu aussi apparaître en France comme partout ailleurs, enfin, on a pris conscience d'une chose qui existait déjà, c'est la fracture numérique, qui se superpose d'ailleurs sur d'autres fractures, sociales, métiers, voire géographiques. Que doit-on envisager concrètement, mais très concrètement, pour réduire cette fracture numérique? Mais d'abord sur l'organisation du travail chez Accenture. Alors, chez Accenture, ou plus largement, parce qu'effectivement, on est un témoin privilégié de ça, c'est vrai qu'il faut, je pense que le Covid commence à poser la question et on commence à peine à y répondre, repenser globalement ce que c'est que le travail. Pour nous, la façon dont on va le faire dans le temps. Il y a des éléments qui arrivent, on va le faire peut-être chez nous ou ailleurs, on va le faire peut-être de façon plus flexible dans le temps aussi. Il faut regarder l'évolution du contrat de travail, c'est une conviction que j'ai moi chevillée au corps. Nos contrats de travail sont trop transactionnels, on a une date de début, on a une date de fin, on est tout le temps à fond. Je pense aujourd'hui, quand j'écoute les jeunes chez Accenture, la moyenne d'âge chez nous c'est moins de 35 ans, il y a des envies de respiration et des vies un peu moins linéaires que ce qu'on a connu, nous, par le passé. Donc ça pose des questions d'organisation. Il y a la question du sens que Nicolas a posée aussi. Mais toutes ces questions-là, je pense... Vous n'avez pas répondu à ma question. Au fait, quel est le sens du travail lorsque je suis salarié chez Accenture? C'est d'être un témoin et un acteur du changement du monde. On a beaucoup de chance, j'avoue moi que j'ai beaucoup de chance parce que ce qu'on fait, nous, c'est d'être en permanence auprès des grandes sociétés. Alors c'est un de nos biais, on ne voit pas tout le monde économique, mais des grandes sociétés dans leur transformation. C'était les transformations numériques il y a 10 ans, c'est encore le cas. Et la prochaine grande transformation, c'est le développement durable. C'est comment on aide nos clients, les 2000 plus grandes sociétés du monde, à décarboner l'économie mondiale. C'est le défi le plus complexe qui ait jamais existé. Et d'ailleurs, il va falloir travailler absolument différemment. Sur la fracture digitale, c'est évidemment un sujet très sérieux, puisque tous les chiffres, il y a plein de chiffres qui circulent, mais en gros, il y a un quart des Français qui n'est pas à l'aise avec le numérique. Il y a plein de chiffres différents, c'est surtout une rupture d'âge, c'est pas toujours une rupture de territoire, mais c'est une rupture d'âge. Et ça, c'est un sujet qu'on doit absolument traiter.
il y a trois choses, si vous voulez. Il y a sensibiliser davantage. Nous, il y a une idée qu'on a eue chez Accenture que je trouve qu'on devrait porter dans la société. On a appelé ça le quotient technologique, le TQ, le quotient technologique. Je suis persuadé qu'on devrait développer et expliquer à tout le monde. Ce n'est pas de la formation, c'est de la sensibilisation. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est que le cloud? Qu'est-ce que c'est que la cyberdéfense? C'est des mots qu'on voit tous les jours dans les journaux sans qu'on soit tous capables de bien les définir. Donc nous, on a mis au point un petit programme de formation qui permet à tout le monde en quelques heures au moins d'en savoir un peu plus là-dessus. Ça, je pense que tout le monde devrait avoir comme un permis de conduire, on devrait avoir un permis autour du TQ. Sur la fracture digitale proprement dit, il y a des besoins de formation, Bruno l'a dit, énormes. Donc il faut créer des écoles, il faut que nous, les entreprises, on fasse notre travail, parce que la tech est un levier formidable d'inclusion et de création d'emplois. Moi, j'en suis absolument convaincu. On a trop d'exemples, trop de beaux exemples qui montrent que ça marche. Et puis après, peut-être que l'État doit faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a quelques années, on avait des écrivains publics dans nos villes et dans nos villages. C'est peut-être un métier qu'on doit remettre à l'honneur pour en faire un écrivain digital public. Bruno, je passe la parole et en même temps, je vais vous inviter à répondre également à une question. On vient de conclure la COP26 à Glasgow. Aujourd'hui, le numérique représente à peu près, vous me dites si je me trompe, 4% des gaz à effet de serre et à terme, il pourrait atteindre 15%. Le numérique ne va donc pas sauver la planète, contrairement à ce que beaucoup pensent. La transformation numérique au service de la transition écologique, est-ce que c'est une réalité quand même ou est-ce que c'est un leurre? Mais d'abord, vous voulez réagir au propos d'Olivier? Oui, je rebondis sur ce que disait Olivier. Tu parlais d'écrivains publics. Il y a maintenant 1 an, je crois, ou 2 ans, je ne sais pas, en tout cas dans les derniers mois, l'État a lancé un programme que je trouve extrêmement intéressant, qui est un programme sur les qu'on appelle les conseillers numériques, je crois, avec 4000 conseillers numériques déployés sur tout le territoire, avec un investissement massif à la fois de l'État et des collectivités territoriales, avec des mobilisations d'entreprises. Peut-être que Accenture est dans ce cadre, je ne sais pas. Les conseillers numériques, c'est justement faire ce rôle de médiateur numérique auprès de ce public qui n'est pas à l'aise avec le numérique. C'était la première remarque que je voulais faire. Donc il y a des agendas d'action qui se mettent en œuvre. Et la deuxième remarque sur ce que disait Olivier, avec lequel je suis vraiment d'accord, sur il faut être capable d'expliquer à tous et savoir sortir des fantasmes. Moi, j'ajouterais sur l'intelligence artificielle, sur tous ces sujets numériques. Il y a un deuxième programme qu'on a initié chez INRIA avec le ministère de l'Éducation nationale et avec tous les acteurs de la recherche publique et notamment les universités, qui s'appelle CHICH, une scientifique, une classe CHICH. L'objectif, c'est d'aller dans chaque classe de seconde avec un ingénieur, une ingénieure, un scientifique, une scientifique, pour justement donner en quelques heures les éléments de compréhension de ce qu'est ou de ce que n'est pas l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe quand je navigue sur le web? Qu'est-ce qui se passe dans mon smartphone? À quoi j'ai consenti ou pas quand j'ai donné des autorisations à des applications qui utilisent mes données, pour que chacun soit en maîtrise et ne soit pas en servitude volontaire sur le numérique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent sur ces sujets. Et l'enjeu environnemental? Alors, sur l'environnement, ouais. COP26, oui, c'est vrai qu'il y a un impact énergétique, il y a un impact environnemental du numérique. Juste pour partager quelques éléments, les algorithmes les plus aboutis dans ce que l'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est des algorithmes qui s'entraînent sur la base de données, on va dire les plus gros d'entre eux, les estimations qu'on peut avoir, pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est qu'apprendre à un de ces algorithmes d'évoluer, ça coûte à peu près le coût énergétique d'une voiture tout au long de son cycle de vie. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, ça veut dire que, et tous les ans, vu l'augmentation des puissances de calcul qu'on a, c'était des chiffres qui étaient présentés à une conférence internationale à Paris la semaine dernière, eh bien, tous les ans, on multiplie par 10 l'impact énergétique du coût d'apprentissage d'un algorithme d'intelligence artificielle. Ça veut dire que l'utiliser à quelque chose d'utile est important. Et il est plus intéressant probablement qu'ils aident à faire avancer la médecine pour du diagnostic, qu'ils aident à faire avancer une entreprise pour produire mieux, différemment des produits, plutôt que pour simplement aider à consommer des choses plus ou moins utiles. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que le numérique, il peut aussi trouver des solutions à ça, parce que ça ouvre tout un champ de recherche qui est très actif sur des algorithmes beaucoup moins gourmands en énergie. C'est ce qu'on appelle le numérique frugal, qui est un thème qui est en train d'exploser, parce qu'on peut trouver des bons algorithmes qui vont consommer beaucoup
beaucoup moins d'énergie. Donc là aussi, c'est une question Nicolas, d'investissement dans l'innovation. Nicolas, ce sont des questions que vous vous posiez lorsque vous étiez à la tête de Siemens, justement. Comment faire du numérique qu'il ne soit pas trop énergivore? Oui, bien sûr, oui. Et là encore, je suis optimiste parce qu'en fait, sous la pression, en fait, des solutions émergent. Nous, on a travaillé beaucoup et je vois beaucoup de startups qui bossent là-dessus aussi sur travailler, alors ce qu'on appelle en edge, c'est-à-dire plutôt que de faire remonter toute l'information dans des gros algorithmes qui sont dans le cloud, en centrale. Je suis désolé pour tous les anglicismes, là, c'est pas terrible ici. Mais on va, il y a des technologies qui commencent à émerger, qui sont très puissantes, qui permettent de faire tous ces calculs au plus près de la machine, par exemple dans une usine. Donc on appelle ça du edge parce que c'est vraiment au bord de la machine et de manière effectivement très frugale. Et là, ça permet de faire des économies énormes en termes d'énergie, mais aussi en termes de temps de latence et de puissance de calcul, ça va beaucoup plus vite. Et ça me permet aussi de rebondir parce que l'autre avantage, c'est que ça va donner à l'opérateur dans l'usine l'information dont il a besoin immédiatement. Et donc je reviens un peu sur les métiers, les emplois, etc. On le sait tous, tous nos métiers vont changer quasiment sous l'impact du numérique. Mon point de vue, c'est que beaucoup, notamment dans l'industrie, vont aller plutôt vers un meilleur métier, quelque chose où on est plus en contrôle de ce qu'on fait chaque jour, beaucoup moins de choses pénibles. On peut être aidé. Alors là, c'est plutôt de la robotique, mais il y a de la robotique qui va permettre de travailler et qui travaille déjà avec l'humain. Et en fait, pour moi, c'est des jobs qui sont de meilleure qualité. Moi, je l'ai vécu dans beaucoup d'usines. C'est des jobs beaucoup moins pénibles. On ne fait pas les tâches répétitives. On est en contrôle avec le numérique. On sait ce qui se passe dans la machine. On sait comment la gérer, comment avoir une meilleure performance. Et, dernier point, j'en reviens parce qu'on en avait parlé tout à l'heure, ça ouvre aussi tous ces postes, notamment industriels, à des publics plus féminins. Parce qu'il y a une espèce d'image d'Épinal que tout ce qui est industriel, c'est Zola. C'est plus du tout le cas. Une usine, maintenant, c'est une salle blanche. On fait tout avec une tablette. Et il n'y a pas de question de force physique là-dedans. Donc je pense que le monde change et pas toujours pour le pire. Au contraire, encore une fois, il faut surfer cette vague, aller chercher les innovations, trouver celles qui vont aider à avoir des jobs qui sont meilleurs, un monde meilleur, etc. Un petit mot pour aller dans le sens de Nicolas, parce qu'il est trop modeste pour parler de Siemens. C'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques, les digital twins. Et c'est très intéressant de constater que justement le numérique avec le physique, c'est des gains d'économie, de maintenance extraordinaires. Donc voilà, je sais que pour relancer Nicolas, mais il y a des solutions extraordinaires de ce côté-là. Olivier, pardon, Nicolas, oui. Oui, juste en un mot pour ceux que ça intéresse, mais c'est vrai, le jumeau numérique, en fait, c'est qu'on recrée une machine ou un processus en simulation purement numérique. Et on arrive maintenant avec les puissances de calcul à avoir des degrés de précision qui sont énormes. Et ça permet, avant même d'avoir construit quelque chose, une usine, un produit, etc., on l'a déjà testé sous tous les angles. On a même testé comment dans l'usine les ouvriers vont travailler pour que ce soit vraiment ergonomique. Donc le jour où on construit, c'est ce qu'a fait Tesla à Berlin, là, ça va à une vitesse phénoménale parce qu'en fait on a déjà tout testé. Et une fois que le produit est lancé et que l'usine tourne, on a une boucle de rappel numérique encore une fois, c'est-à-dire que tu en as parlé Olivier, il y a l'IoT, donc c'est en fait on a de l'intelligence embarquée dans tous les produits maintenant, dans quasiment de plus en plus de choses, qui renvoie de l'info pour vérifier est-ce que c'est bien ce qu'on a voulu produire, est-ce que ça se passe comme c'était prévu, et si c'est pas le cas, on peut le corriger. Donc en fait on est dans une boucle de rappel positive, constante, qui est extrêmement puissante, et on est au début de ça. Ça a été beaucoup utilisé pour les vaccins notamment, parce qu'au lieu d'aller faire des essais qui prennent des mois et des mois et des mois, tout a été simulé, et quand ça a été effectivement produit, c'était bon tout de suite. Olivier, vous vouliez compléter? Oui, je voulais juste réagir sur cette question du numérique et de la transition écologique. Moi, je pense que le numérique, c'est un très bon allié, un allié indispensable. Mais après, ce n'est pas celui qui va nous faire l'économie décarbonée, c'est la science et tout un tas de choses, nos comportements, c'est un sujet très large. C'est la science qui fera que les puits de carbone seront plus efficaces, qu'on aura des nouveaux matériaux, qu'on ira plus loin sur l'électricité, etc. Ça, ce n'est pas la technologie. Par contre, la technologie, c'est elle qui va mesurer tout le temps, comme l'a très bien expliqué Nicolas, tout le temps les progrès de ce qu'on fera là-dessus, le pilotage des actions, l'effet de ces actions-là. Si on ne pilote pas, on ne sait pas où on va. Et c'est la technologie qui va permettre ça à cause de la data, de l'IoT. La deuxième chose, c'est que la technologie nous permettra de déployer très vite, grâce à
au formidable pouvoir de ces plateformes de mettre dans nos mains très rapidement un certain nombre de choses. Donc on voit bien que c'est un allié indispensable à la question de la vitesse. Et évidemment, elle devra répondre à la question du 15%. Elle ne peut pas représenter 15% demain des émissions de CO2, donc elle doit travailler sur elle-même, mais c'est un allié indispensable. Une dernière question, plutôt philosophique, avant de passer la parole justement à nos étudiants. Bezos et Musk lancés dans l'espace pour le coloniser, le marchandiser, mais officiellement, selon eux, je les cite, pour sauver la Terre et son humanité. Zuckerberg et son métaverse virtuel pour se soustraire finalement à la réalité d'une planète en péril, et à laquelle d'ailleurs ils contribuent eux-mêmes lourdement. Thierry, est-ce que ça, ce n'est pas fuir, finalement? Est-ce que ce n'est pas déserter ses propres responsabilités que d'envisager d'aller vers l'espace plutôt que d'être impliqué dans la sauvegarde de la planète? Et je vous pose la question parce qu'en préparant l'entretien, vous m'avez dit avoir versé une larme quand vous avez vu SpaceX justement arriver. Il ne faut jamais rien confesser. Hein, Non. Oui, non, je commencerai par là. Hein. J'ai un amour, tout en étant philosophe politique tout particulièrement, j'ai un amour personnel très fort pour les technologies. C'est lié à l'atelier de mes parents. Mes parents étaient et sont toujours d'ailleurs artisans. Et mon père nous rassemblait devant la télévision pour nous montrer les départs des fusées, d'abord de la NASA, ensuite de l'agence européenne. Hein, et j'avoue avoir été bouleversé en effet, avoir été pris d'un sanglot. J'ai pleuré quand j'ai vu le lanceur de SpaceX faire machine arrière et revenir sur une barge en pleine mer. Je ne sais pas si je pleurais de joie ou si mon enfance était trahie. Moi, je fais de la philosophie politique qui est normalement centrée sur les figures publiques de l'État, des acteurs publics, des citoyens. Et voilà que quelqu'un, un doux rêveur, un inventeur, devenu innovateur et homme d'affaires, avec ses moyens propres, bien aidé par la puissance publique américaine tout de même, des contrats avec la NASA, fait revenir un outil dont on nous disait, parole de mon père à l'appui, en fait, que, tu vois, c'est nos impôts, mais c'est bien. Et donc, j'étais en train d'écrire ce livre, hein, j'avais presque terminé le livre sur l'innovation, et je me suis dit, en effet, on a vraiment changé de monde. C'est mon émotion qui est vraie. Mon émotion est vraie, on a changé de monde. Alors, pour moi, Denis, tu le sais, en fait, j'ai tendance à parler de mythologie individualiste de l'innovateur dans mon livre. Nous sommes victimes de la mythologie individualiste de l'innovateur, qui, comme toute mythologie, a une part de vérité, notamment émotionnelle, projective, fantasmatique, c'est une part de vérité, et puis est totalement illusoire. Nous investissons de sens des grandes figures, d'ailleurs souvent masculines, qui nous expliquent, qui nous promettent que bientôt ça sera mieux parce qu'on aura du minerai, du tourisme spatial. C'est la promesse du New Space, qui n'est pas qu'une promesse, hein, qui est déjà une réalité. Alors, du coup, je pense que comme toute mythologie, il faut l'expertiser, il faut que nous fassions nous-mêmes notre psychanalyse. Qu'est-ce que nous attendons de ces figures ? Nous avons connu Léonard de Vinci, nous avons connu Jules Verne, autant de figures qui en ont engendré d'autres. Donc ce sont nos figures, nous avons besoin de rêver, de nous projeter. Je ne sais pas ce qu'en dirait mon collègue qui est un éminent spécialiste de l'espèce humaine, mais nous sommes une espèce projective. Nous sommes une espèce projective. Et pour ça, l'innovation nous va bien. Nous nous projetons dans des avenirs de manière déraisonnable, mais non irrationnelle, déraisonnable. Alors, faut-il encourager ce type de projet ? Faut-il encourager les projets dont, par exemple, la puissance énergétique requise est totalement stupéfiante à l'heure actuelle ? C'est vrai que c'est sidérant quand même. Il y a une part de folie au sein de l'innovation. Et on sait bien que si vous êtes un peu cinglé, vous avez des chances d'être un grand innovateur. Hein, il suffit de lire les différentes bios de nos fameux grands hommes pour s'apercevoir que quand même, vous vous souvenez comment on appelait Steve Jobs ? Le distordeur de la réalité. Voilà, donc par référence à un épisode célèbre de Star Trek. Voilà. Donc, j'arrive à la réponse. Ce n'est pas tellement raisonnable, parce qu'en fait, on oublie, je vais être arendtien. Arendt est assez proche de Machiavel sur ces questions de la centralité du vivre ensemble et de la vie politique. Ce qui compte, évidemment, c'est faire monde ensemble. C'est, par exemple, on ne l'a pas évoqué, mais la question sociale, entendu par là, les luttes sociales, l'aménagement du territoire, l'aménagement urbain. Hein, il faut installer en effet des ateliers
réparation des smartphones et d'éducation numérique au sein des quartiers. Il faut le faire à l'école, il faut le faire à l'université, mais il faut aller dans les quartiers où il y a des ressources extraordinaires en termes d'envie de la part des jeunes. Et là, c'est une responsabilité des élus locaux, à mon avis, en termes de reterritorialisation pour capter l'énergie, me semble-t-il. Eh ben, j'en viens à la réponse arendtienne. C'est quand même mauvais signe de vouloir quitter le monde. Si le monde, ça veut dire l'ensemble des relations humaines, émotionnellement chargées, qui nous tiennent ensemble. Donc, comment ne pas rêver, en effet, moi le premier, je me souviens de mon enfance, mais en même temps, comment ne pas s'inquiéter, en effet, de ce désir forcené de quitter le monde par le New Space ou par le métavers. Je vous passe la parole. Seulement une toute petite question, peut-être davantage adressée à Olivier et à Nicolas, et rapidement. Je rebondis sur le propos de Thierry sur l'enjeu social, les répercussions sociales. Quid de l'avenir des contre-pouvoirs au sein de l'entreprise, et notamment des syndicats, avec cette transformation des organisations du travail et des rapports de force dans l'entreprise? On passe de Mars à tout à fait autre chose. Moi, Je pense que le monde s'agrandit, hein, Thierry. Je pense qu'on ne le quitte pas. C'est le monde qui s'agrandit. Je pense qu'aujourd'hui, la nature des problèmes qu'on a en face de nous est tellement complexe que personne ne peut avoir la prétention de les résoudre seul. Et qu'on a besoin de tout le monde. Et donc, on a absolument besoin de tout le monde pour regarder les défis qu'on a en face de nous. La question de la transition écologique étant la plus complexe, mais la question du monde du travail est tellement complexe que oui, il faut absolument tout le monde pour travailler, y compris, bien sûr, les syndicats. Nicolas? Moi, mon expérience, c'est que les syndicats sont vraiment à la pointe sur ces sujets-là. Ils sont très demandeurs dans les entreprises. OK, la numérisation arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, le grand enjeu, c'est que pour les plus jeunes, vous êtes dedans, vous allez être formés, donc vous êtes forcément tout de suite à la pointe. Le sujet, c'est plutôt tous les gens qui bossent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Leurs emplois, enfin leurs métiers vont changer, disparaître, etc. Et en fait, le gros enjeu, c'est comment accompagner, former. Alors, je sais qu'Accenture a fait un programme extraordinaire là-dessus dans le monde. Et là, les syndicats, de mon point de vue, ont un rôle extrêmement important. Et ils le tiennent, de ce que j'ai pu voir, en tout cas ceux avec lesquels j'avais affaire. C'est-à-dire amener le management de l'entreprise, les équipes, etc., à regarder les choses en face. OK, quelles sont les compétences individuelles de chacun et comment elles se projettent dans le futur et quels sont les besoins de formation. Et en fait, on trouve des choses assez étonnantes parce que ce n'est pas forcément les gens qui aujourd'hui sont, je dirais, en bas de l'échelle de l'entreprise qui sont les moins bien préparés. Souvent, c'est plutôt les gens au milieu de la grille de l'entreprise qui se sentent les plus menacés. Enfin, j'arrête là, mais et c'est les un plus sujet dépossédés, souvent. Bruno, vous voulez dire quelque chose? Je voulais réagir. On peut penser que c'est assez loin des bases d'INRIA, l'Institut national de recherche dans le numérique, mais il se trouve que hier, j'ai signé une convention avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et une association qui s'appelle Matrice.io qui travaille justement sur ces sujets pour monter un cadre d'expérimentation, d'observation, de recherche-action avec des collègues des sciences humaines, Thierry, pour comprendre les évolutions du travail à l'heure de l'intelligence artificielle. Il y a plein de sujets qui sont connus sur les compétences, sur les biais de recrutement, et puis il y en a plein d'autres qui se posent. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue social technologique, quand il y a une partie des collègues, d'une certaine manière, qui sont des algorithmes et des intelligences artificielles? Comment on converse quand on est un salarié? Ça ne concerne pas tous les métiers, hein. Comment on fait pour converser avec une intelligence artificielle dans un cadre social? Comment on fait quand le manager est, pour le bien ou le pire, pour partie un manager, une intelligence artificielle qui alloue un temps de travail? Comment on fait aussi pour ne pas démotiver des personnes au travail dont l'action repose sur des recommandations d'un algorithme et qui peuvent devenir passifs au fur et à mesure. Donc tout ça, ça pose des questions assez fines sur le dialogue social avec toutes les parties prenantes, dont les organisations syndicales, bien sûr, à propos du numérique. Merci. À vous la parole, chers étudiants. Et je vous invite à vous présenter d'abord, et puis à poser vos questions ensuite. Et on prendra vos trois... Vous êtes 3 ou 4 3. On prendra vos 3 questions et chacun des intervenants s'en emparera, justement. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Gillian, 24 ans. Actuellement, je prépare un diplôme de Master 2 en cybersécurité, donc en alternance. Donc, je suis ici
parce qu'actuellement je suis un peu en collaboration excusez-moi, avec la Fondation Mosaïque, donc, qui prône l'inclusivité. Et donc je travaille à l'UNEDIC, donc une entreprise, association privée plutôt, qui travaille en collaboration avec Pôle emploi et l'État pour notamment les allocations chômage, etc. Donc dans cette société capitaliste, il y a une phrase courante qui dit « Si c'est gratuit, vous êtes le produit ». Donc la question c'est comment la gratuité sur la toile ne doit-elle pas conduire systématiquement à la récupération des données? Merci. Merci. Ensuite. Alors, Bonjour. bonjour. Du coup, je m'appelle Salima Iqbaya, je suis étudiante en Master 2 en droit des affaires et management des risques en entreprise et actuellement alternante en tant que juriste en droit des affaires à l'Institut de soudure. Ma question portait donc davantage sur le RGPD. Pour vous, est-ce que, donc là on est à 3 ans et demi après l'entrée en vigueur du RGPD pardon, et j'aimerais savoir si de votre côté, quel bilan vous en faisiez, et est-ce que selon vous il fallait aussi aller plus loin, parce qu'aujourd'hui on voit davantage de questions autour aussi des données de santé notamment. Voilà, pour moi. Bonjour, je m'appelle Léonard, donc je suis étudiant d'histoire à l'université de Cambridge en 3e année, donc j'ai 21 ans. Et déjà, je veux vous remercier pour l'optimisme que vous donnez dans le débat, qui est parfois manquant dans toutes sortes de discussions que je peux avoir ou que je peux entendre. Mais du coup, j'aimerais quand même prendre le contrepoids de ce qui a été dit et partager un petit sentiment qui est probablement partagé par certaines personnes du public. Et en partant du terme qui a été employé par Monsieur Pic, celui de la passivité. Et donc j'ai une petite affinité avec la philosophie politique, et une crainte que j'ai, malgré tout, c'est que l'accélération, la grande accélération dont nous parlons depuis le début, et de la vitesse de plus en plus grande du progrès, de l'évolution technologique, va-t-elle diminuer l'autonomie dont nous disposons, ou dont nous pensons disposer? Et est-ce que... Et donc, plus pratiquement, comment est-ce qu'on peut garder notre autonomie, aussi bien d'un point de vue personnel que social, aujourd'hui, voilà, et dans les prochaines années? Merci. Merci à tous les trois. Je vous passe la parole, les uns et les autres. Allez, Pascal, vas-y. Donc, pour une question qui rejoint un petit peu celle sur le RGPD, mais je ne répondrai pas, parce que je ne suis pas très bon dans ce domaine-là, mais on sait très bien, lorsque vous avez une idée, vous la mettez en ligne, sans parler d'approche de plateforme, on s'aperçoit très vite que vous allez avoir plein d'avis et que les avis vont complètement tuer l'originalité de ce que vous avez pu proposer. Et ça, c'est extraordinairement dangereux, parce qu'effectivement, ça veut dire que vous allez rentrer complètement dans une espèce de normalité, et c'est ce qui se passe aussi avec les réseaux sociaux. Si vous décalez un petit peu par rapport à ce que vous connaissez de vous, ou vous êtes fustigé et injurié, ou alors vous rentrez dans le rang. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et puis, il y a l'aspect cognitif, évidemment. Et ça, c'est un problème, évidemment, pour toutes les générations, mais surtout plus pour les jeunes générations. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que vous ayez des hyper-sollicitations, ce qui est valable pour les adultes aussi, et que de ce fait, il n'y a plus du tout le temps d'avoir de la réflexion sur ce qu'on fait. On est toujours dans ce qu'on appelle en éthologie, et aussi en neurosciences, sur les causes immédiates. C'est-à-dire on a des sollicitations, on répond tout de suite, on n'a pas le temps de synthétiser, de réfléchir à ce qu'on fait. Sur le sommeil, sur l'attention, c'est devenu déjà une catastrophe. Bon, je renvoie au livre de Gérald Bronner qui s'appelle L'Apocalypse cognitive, et un autre de Bruno Patino qui s'appelle La civilisation du poisson rouge. C'est ce que les Américains appelaient, une expression anglo-saxonne, vous êtes en Angleterre, the peer pressure. Et ça, effectivement, c'est le vrai problème auquel nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, il est très clair que déjà, ça affecte dramatiquement les capacités cognitives, nos capacités de créativité et de relations sociales. Donc là, ça va dépendre évidemment de vous, bien évidemment, mais aussi ça nécessite, comme c'était très bien dit tout à l'heure, une éducation autour de cela qui n'est pas faite à l'heure actuelle. Et il est vrai qu'il y a un véritable
danger actuellement en moyenne pour les jeunes générations, ce qui vaut aussi pour les autres au passage. Merci Pascal. Est-ce que vous voulez... Je veux bien prendre la question sur les RGPD, parce que j'étais en fonction quand ce sujet-là est arrivé, il y a 3 ans et demi, hein, et c'est intéressant de voir à l'époque comme on était quand même nombreux à s'en faire quelquefois, peut-être pas une montagne, mais enfin au moins une colline, quoi. Finalement, quand tout le monde, le directeur juridique, se retourne et regarde ce qui a été fait, en fait, ça s'est très très bien passé. Moi, je reste persuadé, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un avantage concurrentiel pour l'Europe. Je pense qu'opérationnellement, ça s'est passé plus simplement que tout le monde l'anticipait, parce qu'il y avait encore des cris d'orfraie sur les Français, les Européens régulent à tout va, etc., etc. Et c'est un frein au capitalisme. Et en fait, ça s'est bien passé. Et après, je terminerai juste sur... Il y a un paradoxe dans cette... pour rebondir sur le titre de cette session sur le capitalisme numérique, il y a un paradoxe qui est qu'on ne peut pas toujours détester les choses, les gens, les organismes pour les raisons pour lesquelles on les aime. Il y a un petit paradoxe ici qui est que cette économie, ce type d'économie, construit des empires de données, et ça nous fait un peu peur, et donc il faut légiférer, mais en même temps, c'est d'une utilité extraordinaire. On a un peu parlé du monde médical qui sait tirer profit pour la planète au complet, pour nous, parce que les traitements seront meilleurs, seront plus personnalisés, et que c'est bien la quantité de data qui va faire ça. C'est la quantité de data qui fait la qualité de l'algorithme, et qui va faire que demain, on aura des choses formidables au bout de ça. Donc il y a un petit paradoxe qu'il faut qu'on résolve. Olivier, et simplement je rebondis sur ce que vous dites. Vous avez entièrement raison sur le fait, sur le constat. Quand vous dites que ce genre de progrès profite à tout le monde, malheureusement, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Et on le voit, par exemple, avec le vaccin contre le Covid. On voit bien une inégalité colossale dans l'accès, justement, au progrès que vous évoquez, dans le domaine de la santé, hein, j'entends. Oui, alors après, c'est un problème de distribution. Je pense que vacciner 4 milliards de personnes, personne ne pensait qu'on allait y arriver. Par contre, ils sont toujours au même endroit. C'est ça la question. Mais je pense que le chiffre de 4 milliards est très impressionnant. Et il est mal distribué sur la planète, c'est sûr. Mais le chiffre reste impressionnant. Et la vitesse à laquelle, enfin, on en a parlé tout à l'heure, et c'est impressionnant. Bruno ? Oui, je voulais rebondir, parce que dans la question, il y avait un point spécifique dans la question RGPD sur les données de santé. Voilà. Et je voulais juste dire que, évidemment, c'est un sujet qui est très sensible, mais nous ne sommes pas des lapins devant les phares d'une voiture, parce que là aussi, on avance. Il y a des cadres de régulation, il y a des acteurs de la recherche que connaît bien Thierry, d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment pas très loin de chez toi, à Grenoble, qui travaillent sur comment on mélange des questions de droit, des questions de droit de la santé et le traitement informatique de ces sujets, dans ce qu'on appelle, pour parler d'un anglicisme, la privacy, le respect de la vie privée. On a des acteurs industriels français, on parlait de simulation numérique, de jumeaux numériques tout à l'heure, je pense à Dassault Systèmes, qui a fait des grandes acquisitions, au même titre que les grands acteurs mondiaux qu'on a évoqués dans ce sujet des données de santé, c'est-à-dire qu'on a une maîtrise industrielle. On a des programmes de recherche. Il a été annoncé un programme sur la santé numérique il y a maintenant un mois, dont qu'INRIA a l'honneur de piloter avec l'INSERM, l'Institut de recherche médicale. Et puis je vais prendre un exemple que probablement beaucoup d'entre vous connaissent et vous l'avez peut-être utilisé pour entrer ici. C'est Tous Anti-Covid, qu'INRIA connaît bien parce qu'on a été le pilote du développement de cette application, où on a bien vu qu'il y a eu un agenda d'action de la France qui n'a pas voulu qu'on lui impose un cadre de valeurs et un cadre de traitement de données par les plateformes existantes, parce que la politique publique de santé, c'est de l'apanage de l'État, parce que ça doit donner lieu à des débats publics, à des votes démocratiques pour savoir ce que l'on veut faire, et la France a développé sa propre solution. Donc on n'est pas des lapins devant les phares d'une voiture. Et l'exemple de Tous Anti-Covid montre bien que expliciter les enjeux, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont connu tous les débats publics, tous les fantasmes qui se sont exprimés logiquement sur ce sujet. Ce qui est important, c'est expliciter les enjeux, c'est les débats publics, c'est échanger. Thierry, Nicolas, vous avez des réponses à apporter aux questions de dire, oui. Donc, merci monsieur pour l'autonomie. En fait, bon, moi j'ai accepté cette chaire éthique et intelligence artificielle, alors que notoirement je ne suis ni informaticien ni éthicien, à cause de ce sujet. Et plus généralement, du fait que nous sommes en chantier sur les concepts fondamentaux qui régissent notre pensée et nos valeurs. Ces concepts,
autorité, responsabilité, autonomie, sont des concepts cardinaux, c'est-à-dire des concepts qui font pivot pour tous les autres. Nous sommes en grande difficulté. Les mots ne veulent plus rien dire. C'est ça la crise du sens. Nous avons des technologies, nous avons des usages, les uns et les autres sont efficaces, nous n'avons plus de sens. Les concepts n'ont plus de sens. Les juristes font leur travail. Nous sommes sauvés par le droit, mais c'est un fil ténu. Les juristes, souvent, à Grenoble, dans l'Institut de recherche pluridisciplinaire en intelligence artificielle, dont on vient de faire référence, des collègues très proches viennent me dire « Mais Thierry, le concept, il n'est pas fondé, ça marche en droit. » Mais qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement? La question de l'autonomie est problématique. Elle l'est depuis un certain temps d'ailleurs. Moi, je suis venu à ce sujet par le livre que j'ai fait en 2010 qui s'appelle « La liberté des contemporains », qui n'était encore qu'un sujet de philosophie politique classique, si l'on veut, qui visait à montrer comment le standard classique, le dilemme de la liberté des anciens et liberté des modernes n'était plus opératoire. Ce que le président Macron a parfaitement compris. Donc qu'est-ce que ça veut dire la liberté des contemporains? Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'au-delà de la liberté des anciens, c'est-à-dire Rousseau, et de la liberté des modernes, c'est-à-dire le libéralisme de Locke, nous sommes ensemble dans l'espace commun de la cité? Qu'est-ce que la liberté des contemporains? J'ai augmenté la difficulté avec le sujet technique. Il y a une fausse autonomie, on l'a dit tout à l'heure, c'est celle d'être passif dans nos usages consuméristes du web. C'est une fausse autonomie, c'est évidemment une hétéronomie, c'est-à-dire que nous facilitons finalement le commerce états-unien. C'est une hétéronomie. Les solutions technologiques ne sont pas françaises, elles ne sont pas souveraines. Et bien entendu, voilà, qu'est-ce que l'autonomie? Écoutez, dans les 5 dernières années, j'étais occupé par la question de l'innovation. J'ai notamment trouvé une chose, peu observée, j'ai vraiment trouvé quelque chose dans ce qu'on appelle l'innovation sociale. Je vous rappelle que l'innovation sociale désigne tous les modes d'inventivité, de créativité, qui ne correspondent ni à l'innovation technologique, ni à l'innovation organisationnelle, qui s'appelle aussi innovation managériale, c'est-à-dire tout le reste. On a vu, à l'époque, au moment de la crise Covid, apparaître des solutions ad hoc, créées par des collectifs pour des besoins qu'ils avaient. Alors, pour prendre un exemple qui frappe l'imagination, vous savez, les masques Décathlon pour plonger, qui servaient dans les hôpitaux. Mais d'une certaine manière, c'est ça l'innovation sociale. C'est-à-dire qu'un groupe confronté à une difficulté se met à brainstormer, comme on ne dit pas en bon français, pour trouver une solution qui les correspond. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce que j'appelle dans mon livre l'innovation sauvage. L'innovation a une puissance de sauvagerie. On la trouve dans l'innovation sociale. C'est-à-dire qu'il y a là un facteur d'autonomie de collectif. Des collectifs qui sont capables de trouver une solution pour un problème pour lequel il n'y a pas de planification possible, grâce aux ressources méthodiques du design thinking, de la créativité. On sait très bien faire ça, en particulier les entreprises françaises. On peut faire descendre ça dans la société pour un certain nombre de problèmes et on va retrouver de l'autonomie. Mais il y a une contrepartie. C'est que les organigrammes vont se trouver modifiés et il va falloir être extrêmement fluide dans la captation de ce qui sort. Et je ne suis pas sûr que la société française, pour l'instant, sache faire ça. Une chose est certaine, les entreprises savent très bien le faire de manière intrapreneuriale souvent. C'est-à-dire qu'il y a une leçon de l'entreprise privée par rapport à cette ressource de l'innovation sociale, curieusement. Ça peut sembler très curieux, mais c'est lié au mode de management. Donc je suis optimiste, moi, sur la réinvention de l'autonomie, parce qu'on n'a pas le choix, et je m'adresse ici à l'informaticien en chef, on n'a pas le choix parce qu'on parle d'autonomie pour l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est une forme d'automaticité, en gros, plutôt que d'autonomie au sens humain du terme. Il n'en demeure pas moins que le paradigme de notre époque, c'est celui de Lee Sedol, né en 1983, mais qui a déjà pris sa retraite comme joueur de Go, parce qu'il a été vaincu par la machine. Donc l'autonomie humaine, à mon avis, c'est ce qui permet le développement de l'humanité. C'est-à-dire, c'est le moment où l'individu, me semble-t-il plus exactement, l'individu au sein de ses relations socialisées, donc le groupe en fait, est capable de se donner ses propres règles. Et je pense que la course contre la montre, je ne sais pas, contre la machine d'une certaine manière est engagée. Il faut que nous restions maîtres de nos concepts, de notre inventivité, en utilisant la machine comme un outil, ce qu'elle est. Et en évitant ce qui est déjà, je crois malheureusement trop souvent le cas, des comportements machiniques en fait. Des comportements machiniques, notamment dans la consommation, et dans la régression vers ce que Hannah Arendt appelait le monde de la vie dans les formes mêmes de la culture technique. Nicolas, que vous inspire ce que vient de dire
vient d'évoquer Thierry, et notamment sur le levier intrapreneurial pour favoriser l'autonomie. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Et alors, c'était intéressant pendant la crise Covid, c'est que dans beaucoup de pays, notamment la France, en fait, ça a commencé à s'améliorer quand on a laissé l'innovation de terrain prendre le dessus. C'est-à-dire, au début, il y a toujours une tendance à vouloir tout contrôler en centrale, notamment en France, hein, parce que c'est un pays qui aime ça. Là, on apprend à faire ça. Et puis quand ça a été trop gros, tout a été relâché. Et là, je dirais, le système humain s'est mis en route. Et là, il y a eu des innovations dans chaque hôpital. Les boîtes privées, toutes les boîtes privées, on attendait qu'on nous lâche la bride pour faire venir les masques, etc. On savait mieux le faire que n'importe qui. Et bref, donc moi je suis complètement d'accord. Je suis je sais que c'est comme ça que ça marche. Il faut, comme dans les entreprises, essayer de redonner un maximum d'autonomie des gens au plus proche de leur propre métier. Et tout à coup, ils ont des trésors d'inventivité, de motivation, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on trouve de manière plus large, je pense. Et juste pour dire un mot, parce qu'on parlait réglementation, innovation. Il faut faire attention à pas se battre sur la bataille qui est déjà terminée. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas réglementer toutes les futures innovations qui arrivent dans l'industrie, la santé, etc., en pensant Google, Amazon, etc. Non, c'est fini ça. Il y a RGPD, tout ce qu'on veut. Les innovations arrivent, elles vont être énormes dans tous ces domaines-là. Et pour moi, il y en a beaucoup qui vont être très bonnes. Et il faut qu'en Europe, on trouve la bonne réglementation qui aide ces innovations à grandir, pas qui les limite. C'est comment réguler sans étrangler la capacité d'innover. Exactement. Chaque étape dans les innovations, on a besoin de régulation de différents types. Parce que là, RGPD, en gros, c'est pour réguler ça y est, c'est fini. C'est des oligopoles mondiaux. Quand on parle de santé, industrie, etc., on n'est qu'au début. Et donc, il faut nourrir l'innovation, pas la tuer dans l'œuf. Il nous reste 5 minutes. On a le temps de prendre une question ou deux dans la salle. Ce que je vous propose de faire, c'est de poser vos questions simultanément. Et puis après, comme ça, on répondra d'un seul bloc. Allez-y. Et question très, très courte, très rapide. Bonjour, merci infiniment d'avoir partagé votre expertise. Très rapidement, j'étais récemment aux États-Unis à San Francisco où on observe une sorte de monde en ébullition, très positif, mais une caste qui dirige aussi en grande partie les nouvelles technologies, au moins pour une grosse partie du monde. Il y a une archipélisation de la compréhension avec un tout petit groupe qui comprend très bien ce qui se passe et un continent entier qui est ou dans une ignorance plus ou moins totale ou plutôt dubitatif. Est-ce que vous pensez que cette archipélisation de la compréhension va avoir un effet sur le vivre ensemble et notre capacité à créer des règles communes à l'avenir et pour les décennies qui suivent? Merci. Monsieur? Merci, je voudrais compléter. Moi, je suis entrepreneur dans la tech et entrepreneur dans l'artisanat. Donc, hier, j'étais avec Émilie Sidikian, qui est un des anciens effectifs d'Accenture. Ma question, elle était plutôt sur le lien intergénérationnel. En fait, comment dans l'entreprise, puisqu'il y a l'entreprise privée et l'entreprise publique, les seniors en fait ont leur rôle pour redonner du sens, parce qu'on a parlé un peu de sens dans la technologie, et je voudrais que vous puissiez nous donner quelques retours d'expérience à ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une troisième question et dernière. Allez-y. On a parlé tout à l'heure de comment le digital avait permis de faire le télétravail. Ma question concerne effectivement l'impact que peuvent avoir les nouvelles technologies sur ce télétravail et sur éventuellement la délocalisation d'une grosse partie du travail, des prestations intellectuelles qui sont effectuées dans nos pays vers des pays à bas coût, comme on l'a fait, comme en Chine, ça a été fait pour l'industrie. Question centrale, effectivement, qui fait le lien avec le sujet sur les emplois qu'on évoquait tout à l'heure. Une réponse rapide à chacune des questions, toutes plus intéressantes les unes que les autres d'ailleurs, mais malheureusement le temps tourne. Qui veut répondre d'abord à la... Sur la génération, pas de panique, parce que là, il faut éviter l'archipélisation, pour reprendre votre terme générationnel. Il est sûr que les jeunes ont des pratiques plus spontanées du numérique, mais ils ont des compétences à apprendre. Et les seniors peuvent apprendre aussi. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu anthropologique majeur.
de faire en sorte que les seniors puissent accepter d'apprendre de la part des juniors. C'est quand même une révolution anthropologique qui n'est pas banale, je peux vous dire. Mais oui, non, oui, d'accord. Mais derrière cela, il y a quand même quelque chose qui est très ennuyeux en France, c'est de spécialiser très vite les personnes et de faire croire que si vous avez 40 ans ou 50 ans, vous ne pouvez plus apprendre. Et ça, c'est complètement faux, sauf que les enjeux de formation sont là. Donc la formation est au cœur de tout ça, mais ça nécessite effectivement des formes d'échange, de dialogue, auxquelles on n'était pas habitué d'un point de vue intergénérationnel. Et ce que je trouve que c'est une bonne nouvelle, évidemment. Thierry. Moi, je dirais simplement merci pour le témoignage ethnographique de la côte ouest, mais nous ne sommes pas des États-Uniens. Nous ne sommes ni des États-Uniens, ni des Chinois. Parole de quelqu'un qui a formé... moi, je suis professeur depuis le siècle dernier, depuis 1988. J'ai enseigné du lycée technique à l'université. Nous avons ici une vocation à la formation dans le cadre de l'État-nation. Et les enseignants-chercheurs, nous tiendrons bon là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, en effet, fondamental, en Europe, en France particulièrement, puisque nous sommes français, mais en Europe, de formation pour créer cette chose commune que la puissance publique nous permet encore d'espérer. Vive la République, vive la France. Merci. Et Olivier, pour conclure, sur la délocalisation des emplois. Je vais juste prendre cette question-là très rapidement. Moi, je pense que le télétravail trouvera son équilibre dans des modèles hybrides. C'est déjà le cas aujourd'hui. Au bout d'un an et demi, on voit qu'on est dans des modèles 2 tiers, 1 tiers, 50-50. Donc, ce n'est pas le télétravail à 100%. Et je le vois à l'inverse comme un apport de compétences mondiales pour des problèmes très complexes à un endroit donné, qui est une valeur, en fait, qui a une valeur. Merci à vous tous et merci à vous, cher public.